suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Benoît Hamon, chef de file de Génération. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Pour cette seconde partie dans cette émission spéciale élection européenne, nous recevons donc Benoît Hamon. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Benjamin Sportouche. D'être avec nous aujourd'hui et toujours à mes côtés donc Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI qui vous pose la première question de ce grand jury. Il y a quelques instants, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan était à votre place. Il a évoqué la christianophobie qui touche les chrétiens en France. Il a exprimé cette semaine des doutes sur l'origine de l'incendie de Notre-Dame. Et il faisait le lien avec ce que l'on voit aujourd'hui au Sri Lanka, cet attentat multiple qui vise en particulier des chrétiens. À ses yeux, on minimise en France le risque que des chrétiens soient visés. Il parle du fascisme islamiste. Est-ce que l'on minimise les risques en France de votre point de vue, Benoît Hamon? D'abord, permettez-moi d'exprimer une pensée à l'égard des victimes de cette tragédie. C'est une tragédie pour le Sri Lanka, pour la population sri-lankaise, pour les fidèles réunis dans les églises, pour les personnes qui se trouvaient dans ces hôtels, dans ce qui apparaît un attentat coordonné, méticuleusement organisé. Et j'ai d'abord une pensée pour eux et évidemment pour toutes celles et ceux qui fêtaient lors de la messe de Pâques leur religion, un moment important dans la religion catholique, et qui sont morts. La faute à quoi? À l'obscurantisme, et un obscurantisme qui frappe partout. Et notre pays n'est pas étranger à l'existence de cet obscurantisme-là. Et la question qui se pose, confrontée à cette montée, cette vague d'obscurantistes, quelle qu'en soit l'origine, et quelle que soit la religion parfois qui la porte, c'est de savoir comment le camp de la raison, celles et ceux qui sont attachés à la démocratie, à la liberté des citoyens, comment s'organisent-ils? Et il me semble que le réflexe ne doit pas être d'essayer de faire prospérer le malheur. Moi, je ne veux pas tirer des dividendes politiques de ce malheur-là. Vous dites ça pour Nicolas Dupont-Aignan. Mais je pense qu'il y a des liens, quand on n'est pas capable de les faire, on ne les fait pas. Oui, il y a aujourd'hui en France de la haine des chrétiens, de la haine des juifs, de la haine des musulmans, de la haine en général des homosexuels qui montent. La question est, est-ce que de cette haine, qu'on la regarde, on s'en repaît quelque part et on essaye de faire de la politique là-dessus, ou est-ce qu'on essaye de construire au contraire des réponses politiques qui sont de nature à remettre de la paix? Et moi, je m'attache à remettre de la fraternité et de la paix plutôt qu'à essayer de faire des liens qui me semblent être un peu hasardeux, notamment entre ce qui s'est passé à Notre-Dame et ce qui se passe ce week-end au Sri Lanka. Vous parlez de la haine contre les chrétiens. Est-ce que justement, quand vous entendez le gilet jaune Jérôme Rodriguez parler d'un malheureux incendie dans une cathédrale, est-ce que cette haine contre les chrétiens est minimisée? Non, bah alors, permettez-moi de dire un mot de ce qui s'est passé pour Notre-Dame. Notre-Dame, on a observé une immense communion des Français. Alors pourquoi essayer de gâcher cela? Quelle que soit leur religion d'ailleurs, le fait qu'ils en aient une religion ou pas. Et cette communion spontanée, naturelle, elle s'est faite autour d'un monument, qui est un monument qui a traversé les siècles, avec lesquels on a tous un bout d'histoire personnelle. Et aujourd'hui, on voudrait faire de la politique sur le dos de Notre-Dame. Moi, je n'en ferai pas. Je l'ai dit, je pense que... Est-ce que certains en ont fait, Benoît Hamon? Il y a ce matin, dans les journaux du dimanche, on en parle en première partie, le député LR Éric Ciotti qui dénonce de la part du président de la République une récupération politicienne indécente. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là de la part du président de la République? Non. En règle générale, non. Je dis simplement, la chose qui m'a frappé, c'est la suivante. C'est que, finalement, il y a une forme de compétition narcissique qui a commencé... après l'incendie de Notre-Dame, à qui reconstruirait le plus vite, à qui attacherait son nom à un projet architectural, à qui donnerait le plus d'argent. Et je ne reproche ni aux uns ni aux autres d'avoir essayé de proposer des solutions. Je ne suis ni architecte, ni capable de vous dire en combien de temps on peut reconstruire Notre-Dame. Je pense simplement qu'il faut se dire que vis-à-vis d'un monument comme celui-là, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, respecter nos traditions, notre histoire, et se projeter vers l'avenir sans essayer d'y attacher une réponse personnelle ou une volonté narcissique d'associer son nom à la reconstruction de Notre-Dame. Donc le président de la République a bien fait de repousser les annonces. Vous validez ce choix? Quelles annonces? Les annonces qu'il doit faire pour l'issue du grand débat. Il devait le faire lundi, ce sera jeudi. Parce que certains font on a entendu aussi des protestations disant bon, c'était peut-être pas nécessaire d'attendre aussi longtemps, 10 jours, pour parler aux Français. Est-ce que vous trouvez Écoutez, moi je pense qu'il n'avait pas le choix, donc on va pas raconter d'histoire. Il n'a rien choisi du tout. Notre-Dame commandait l'agenda politique et à partir de là, il a repoussé ses annonces. Maintenant, parlons-en des annonces parce qu'il en a distillé quelques-unes et je ne crois pas qu'elles soient de nature à répondre à la crise sociale profonde que on va les détailler pays. dans un instant. Juste un petit mot sur la polémique qui est née cette semaine à propos des dons
est-ce qu'il y a des dons d'ultra riches, de milliardaires qui vous paraissent devoir être contestés, challengés ou ne pas être défiscalisés? Non, moi je suis très... je vais dire les choses comme elles sont. D'abord, que montre cet incendie? D'abord, qu'il y a de l'argent. Deux, ce sont des dons privés qui viennent aujourd'hui au secours d'un État défaillant. Et moi, je ne reproche pas aux riches de donner, et c'est très bien qu'ils donnent. La réalité, c'est que si notre avenir dépend de la générosité des riches, d'abord, je rappelle que la générosité, ils décident où ils la destinent. C'est eux qui font le choix de donner à Notre-Dame et de ne pas donner aux sans-abri. Donc nous ne pouvons pas... Non, mais on ne peut pas être dépendant, nous, de cela. Ce que révèle aujourd'hui le fait qu'on soit dépendant de ces dons, c'est que l'État, la puissance publique, n'est plus à même de jouer son rôle. Et c'est bien cela, moi, qui me pose problème. Et c'est valable tant sur la politique du patrimoine et de la culture. Aujourd'hui, l'État seul ne serait pas parvenu, probablement, à répondre aux enjeux financiers de la reconstruction de Notre-Dame. Mais on devrait aussi le signaler sur la question des pompiers et de la sécurité civile. On se félicite du rôle des pompiers. Savez-vous que cette année, 200 pompiers professionnels verront leur métier disparaître? Il y en aura 200 en moins, qu'on a fermé 3400 casernes en 20 ans, qu'il y a moins de pompiers volontaires et 20% d'intervention en plus. La réalité aussi, c'est que les pompiers, comme les hôpitaux publics, font l'objet d'une politique de cure d'amaigrissement, de rétrécissement des moyens qui y sont affectés. Alors on peut toujours louer le travail des pompiers. Aujourd'hui, la puissance publique organise la fragilité des casernes et donc met en danger nos édifices, mais aussi les vies. Alors, sur les annonces, Marion Mourgue. On a eu quelques fuites sur les annonces. Est-ce que quand vous entendez ce que le président aurait pu annoncer et ce qu'il va sûrement annoncer jeudi, ça va dans le bon sens pour vous? Notamment, vous parliez des services publics, il y aurait un moratoire dans les écoles et les hôpitaux. Est-ce que pour vous, c'est satisfaisant? Bon, écoutez, moi, je ne vais pas picorer ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. La réalité, c'est est-ce que c'est à la hauteur de ce dont on a besoin? Hôpital public. Il dit moratoire sur les fermetures des maternités. Savez-vous quel est le plan du gouvernement? Il prévoit 1,2 milliard d'euros sur 4 ans de compression de la masse salariale. Donc des centaines de postes en moins. Vous pouvez ne pas fermer une maternité, je m'en réjouis. Si vous n'augmentez pas les moyens qui sont affectés à la santé publique, à l'hôpital public, demain nous aurons des catastrophes sanitaires dans ce pays. C'est la réalité de nos services d'urgence, c'est la réalité de l'hôpital public. Tandis qu'il dit je fais un moratoire sur la fermeture des maternités, il ne remet pas en cause 1,2 milliard d'euros de dépenses en moins de personnel dans les 4 ans. Vous rendez-vous compte de la conséquence? Vous d'enfumage dans ces annonces? Mais c'est pas d'enfumage dont je parle, je n'ai pas envie de parler comme ça. Je pense aujourd'hui que ça n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour l'hôpital public. Benoît Hamon, quand même, il y a une baisse des impôts des classes moyennes et puis également la réindexation. Mais laissez-moi terminer sur ce point, parce que c'était très important. Il y avait l'école et l'hôpital, mais on ne peut pas se contenter de cela et regarder l'hôpital public s'effondrer. C'est aussi simple que ça. La question des conditions de travail des personnels est en jeu. Si on avait reconnu le burn-out comme maladie professionnelle, ce que je proposais, nous n'aurions pas autant de séries suicidaires probablement dans les grandes administrations publiques. C'est valable pour la police nationale, c'est valable pour l'hôpital public, c'est valable pour les écoles. Nous sommes aujourd'hui dans des administrations où, au bord de la crise de nerfs, parce qu'il y a une perte de sens et que les conditions de travail, ils sont très difficiles. Et moi, je suis attaché aux conditions de travail des salariés du secteur privé comme des agents publics. C'est la raison pour laquelle j'insiste. Entendu. Vous dites qu'il n'y a pas tout, mais il y a peut-être un début. Mais c'est tellement peu. Pardon de le dire, c'est tellement peu. Prenons la question sociale. Le grand tabou des 20, sinon des 30 dernières années, c'est la question des salaires. Est-ce qu'on est aujourd'hui payé autant qu'on le devrait pour vivre décemment? Des baisses d'impôts pour les classes moyennes. Mais c'est pas seulement une baisse d'impôts. Si vous avez une baisse d'impôts, ça fera moins de recettes fiscales. Je vous rappelle qu'il n'y a même pas un Français sur deux qui paye l'impôt sur le revenu, et qu'en l'occurrence, il ne propose pas une baisse de la TVA, que tous les Français payent. Il ne propose pas une baisse de la CSG, il propose seulement la baisse de l'impôt sur le revenu. Moi, je dis, le sujet, c'est pas l'impôt sur le revenu. Mais je suis favorable à ce qu'il soit plus progressif aujourd'hui qu'il ne l'est, et je suis favorable à une baisse des impôts payés au premier euro par vous ou par tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est-à-dire la TVA, notamment sur les produits bio, sur les produits de première nécessité. Voilà qui serait utile à la transformation de notre modèle agricole et à l'accès à des biens de première nécessité. Mais je le redis, la question centrale, ce sont les salaires. Et nous avons là un gros désaccord avec Emmanuel Macron, qui a trouvé à être caractérisé par la prise de parole de sa tête de liste aux européennes. Elle propose, rien de moins, de créer un SMIC européen qui serait équivalent en France, si on prenait la cible proposée par Madame Loiseau, à 880 €.
puisqu'elle dit le salaire minimum européen doit être... Elle vous a répondu que c'était une fake news, qu'elle n'entend pas. C'est pas une fake news. Non, mais attendez, mais je vais aller au bout. Mais arrêtez avec ces histoires de fake news. Elle propose une cible à 50% de ce qu'on appelle le salaire médian. En France, ce serait 880 €. Ce serait une cible. Elle dit pas on va baisser le SMIC, je lui reconnais ça. Mais c'est ce qu'elle dit. Laissez-moi terminer. Elle dit c'est le salaire minimum acceptable en Europe. Le Parlement européen, et je le montre du doigt, grâce à une initiative de Guillaume Balas, candidat sur ma liste, a voté le Parlement européen. C'est pas rien un vote du Parlement européen. Pour un salaire minimum européen à 60% du salaire moyen. Qu'est-ce que ça veut dire ? En France, ce serait 1350 €. Qu'est-ce que ça change ? Ça change que nous montrons une cible où tout le monde pourrait élever les standards sociaux, où on pourrait améliorer la condition de tous. Mais à partir du moment où Madame Loiseau propose comme cible un si petit salaire minimum, que va-t-il se passer ? Vous donnez un argument au patronat européen qu'il exige déjà au patronat français pour dire mais si vous jugez acceptable qu'en Europe le salaire soit si bas, pourquoi est-ce qu'il est si haut dans notre pays ? Et qui gagnera à la fin ? Peut-on faire confiance à ceux qui ont fait les ordonnances travail, facilité le licenciement, remis en cause les indemnités prud'hommes pour ne pas céder au patronat le jour où il demandera la baisse du salaire minimum ? N'y a-t-il pas dans la majorité actuelle des gens qui le demandent déjà, la baisse du salaire minimum ? Question de Marion Donc oui, je pense que ce débat entre la République En Marche et nous, sur le niveau du salaire minimum, est fondamental. C'est un des enjeux de la prochaine élection européenne. Donc justement, vous attendez que les Français sanctionnent la politique d'Emmanuel Macron via les européennes et les transforment en sorte de référendum anti ou pro-Macron. Non, j'attends qu'ils votent pour une augmentation des salaires plutôt que la baisse, tout simplement. Et nous incarnons aujourd'hui une voix à gauche écologiste qui, à la fois, pense le progrès social et le pense à l'aune du dérèglement climatique. Ça veut dire que nous incarnons une voie politique très différente. Vous me demandez de sanctionner Emmanuel Macron. Évidemment que je pense qu'il faut qu'il soit sanctionné. Une voie politique extrêmement minoritaire aujourd'hui. On le voit dans les sondages. Celui que nous allons révéler ce soir montre que vous êtes à 3%. Est-ce que vous vous dites pas que sans alliance, il est impossible pour vous de faire prospérer vos idées ? Est-ce que vous êtes sûr que le 3 mai, date de dépôt limite des candidatures pour les élections européennes, vous serez sur la ligne de départ ? Mais vous en avez la certitude aujourd'hui ? Je vais vous le répéter 10 fois. Oui, il y aura un bulletin de vote Génération Printemps Européen avec lequel les citoyens de gauche et écologistes pourront choisir la voie qui leur permettra au Parlement européen de changer les règles du jeu. Mais sans alliance, nous avons déjà des alliés au niveau européen, nous avons déjà des alliés en France. La gauche, elle se transforme. Elle se transforme depuis maintenant plusieurs mois ou plusieurs années. Et moi, j'appelle les électeurs de gauche, socialistes, humanistes, écologistes à persister dans cette voie. C'est-à-dire à préférer aux vieux partis faibles les idées fortes et les valeurs fortes. Quelle est la particularité de la liste que je porte ? C'est que oui, nous sommes déjà, nous, à l'heure de la synthèse entre la tradition de l'écologie politique et celle socialiste de la justice sociale. Oui, nous sommes à l'heure de ce qui doit être demain le projet d'une Europe qui n'est pas, structurée par des vieilles familles politiques obsolètes, mais qui, dans la clarté, choisit le changement de modèle de développement, la transition écologique et la justice sociale. Ça, c'est ma formation politique. Le mouvement Génération. Au débat où vous étiez tous ensemble, 12 sur le plateau, a expliqué que l'histoire vous jugerait, parce que justement, vous êtes tellement divisés que vous êtes tous à moins de 10%. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut vous allier pour essayer d'exister? Et aujourd'hui, dit-il, je cite, il est invité sur une autre émission politique et il qualifie la gauche de videur de boîte de nuit, dont vous serez notamment l'un des artisans. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais je ne vais pas tellement en boîte de nuit. Je veux simplement dire qu'il faut de la clarté. Au début de la semaine, des parlementaires français, dont des parlementaires de Génération, ont signé une tribune en disant on ne peut pas exporter des armes n'importe comment quand ces armes tuent des civils au Yémen. C'était remarquable, la gauche, elle s'est retrouvée tout entière. Et au milieu de la semaine au Parlement européen, sachez-le, les députés socialistes français ont voté contre des règles éthiques en matière d'exportation d'armes. On ne peut pas être, je le dis à Raphaël, et à tous ceux qui aujourd'hui veulent la clarté, on ne peut pas être anti-libéral à Paris et libéral au Parlement européen, on ne peut pas être favorable à des restrictions aux exportations d'armes à Paris et favorable à ce qu'il n'y en ait plus au niveau européen. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je reconnais la sincérité des uns et des autres. Je ne mets pas ça en doute. Mais il faut de la clarté vis-à-vis des citoyens français. De quoi a souffert la gauche et les écologistes ? D'avoir des campagnes qui étaient des campagnes enthousiasmantes et derrière, une exécution des programmes politiques qui étaient pauvres, décevantes, qui étaient bien en deçà des promesses qui avaient été faites. Moi, je dis qu'il faut avoir des idées fortes et des valeurs fortes, et que la gauche ne se reconstruira pas différemment. Donc, oui, j'assume, et c'est pour ça que je m'adresse
aux électeurs socialistes, aux électeurs écologistes. Oui, j'assume la clarté. La clarté de défendre les services publics avec la même énergie ici et à Bruxelles. La clarté de défendre les salaires ici et à Bruxelles. La gauche, c'est celle qui a fait par exemple la semaine de congés payés supplémentaires, les 35 heures. Est-ce que la gauche, ça peut être demain une gauche qui assume de dire oui, il faut travailler davantage, on vit plus longtemps, il faut repousser l'âge de départ à la retraite, il faut supprimer un jour férié. Est-ce que c'est un horizon qui est envisageable? Mais c'est un contresens historique. C'est un contresens historique. L'humanité a l'opportunité de travailler moins pour produire tout ce dont elle a besoin. On s'épanouit par le travail, parfois, pas tout le temps. Ils sont nombreux ceux qui aujourd'hui travailler moins. Est-ce que vous pensez qu'il faut mais on travaille déjà moins. Mais pourquoi vous croyez qu'il y a 5 millions de chômeurs? Expliquez-moi ça. Mais est-ce que ça a marché les 35 heures pour réduire le chômage? Mais évidemment que ça a marché, c'est prouvé. Pourquoi est-ce que on passe sous silence le fait qu'il a été démontré que les 35 heures ont créé 500 000 emplois? Mais allons au-delà. Oui, je pense que nous travaillerons moins. Combien? Nous travaillerons moins. Mais déjà, on travaille moins. Mais, Monsieur Sportouche, 2 secondes. Vous avez aujourd'hui un chômage avec 5 millions de personnes. Ceux qui veulent qu'on travaille plus, c'est-à-dire que ceux qui ont un travail travaillent plus, sont à contresens de ce qui se passe. J'y ajoute qu'il y a une révolution numérique, vous le voyez vous-même dans vos propres environnements de travail. Grâce à la machine, grâce aux robots, grâce aux algorithmes, on peut travailler moins. Comment transforme-t-on donc nos mécanismes de solidarité, nos emplois, notre protection sociale, pour que cette révolution numérique ne se fasse pas au prix d'un plus grand malheur pour des millions de Français? Eh bien, moi, je considère que sur la question des systèmes de protection sociale, des retraites, il faut imaginer un financement différent. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé que demain, les entreprises ne soient plus mises à contribution pour financer les retraites en fonction du nombre de salariés qu'elles ont, mais en fonction de la richesse qu'elles créent. Cela permettrait de pérenniser nos financements plutôt. Mais est-ce que ça doit se faire au niveau européen, justement? Est-ce que la durée de travail devrait être limitée, vous pensez, au niveau européen? Eh bien, écoutez, il y a encore eu un rapport du Parlement européen sur l'harmonisation des systèmes de protection sociale qui vient d'être rejeté, encore par des voix qui étaient des voix venues de la gauche. C'est-à-dire que c'est quand même curieux, quand il y a des progrès possibles, ces progrès sont rejetés par des majorités de droite et un peu de gauche, avec beaucoup de libéraux, qui empêchent toute forme d'harmonisation sociale. Moi, j'y crois. Je vais vous dire. Et d'ailleurs, je prends au sérieux l'élection européenne. Ce qui me frappe d'un mot, c'est que dans cette élection européenne, beaucoup de ceux qui sont tête de liste parlent comme s'ils étaient candidats à la présidentielle. Écoutez, Emmanuel Macron, a priori, sera président de la République encore 3 ans, et le rôle de la France en Europe, c'est pas nous qui en déciderons. Ce dont on peut décider, ce sont des majorités qui peuvent, au Parlement européen, changer certaines politiques. Vous serez député européen jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je l'ai déjà dit. Donc c'est la raison pour laquelle, présidentielle. Au-delà de l'élection présidentielle, il n'y a pas de sujet là-dessus. La réponse que je veux donner à ça, c'est croit-on ou pas en la démocratie européenne? Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Moi, je dis oui, et pourquoi? Parce que le Parlement européen est en codécision avec le Conseil. C'est-à-dire qu'il décide avec autant de force. Mais pourquoi croyez-vous qu'il y a autant de lobbies au Parlement européen? Comment vous réussissez à vous faire entendre quand vous êtes à 3% dans les sondages, ce qui est le seuil pour réussir à faire financer la campagne et avoir un élu? Puis 2 aux primaires, je finis à 38. Je démarre très haut au présidentiel, je finis bas. Si on peut se dire une chose, c'est que vous l'observez, le débat européen n'a pas commencé. Et qu'aujourd'hui, les électeurs de gauche attendent de savoir qui va proposer quoi. Mais la campagne va être très courte. Mais elle va être très courte. Et un électeur sur 2 se décide dans les 15 derniers jours. C'est la raison pour laquelle j'ai une grande confiance. Et j'ai une grande confiance dans ce que je vois de ce que me disent les Français sur le terrain. Les électeurs de gauche soient perdus quand ils voient autant de listes, ils se disent pourquoi plus de Benjamin Sportouche, est-ce que vous voulez bien contribuer à la clarté de ce débat en posant des questions sur le fond? Quand on lit votre programme, vous pourriez être une synthèse de cela. D'ailleurs, vous avez tendu la main pour une votation préférentielle qui ne s'est pas faite. Donc on a l'impression que vous pourriez être cette synthèse-là, mais vous ne l'incarnez pas. Pourquoi à votre tour ne pas aller rejoindre celui qui est un peu plus en amont dans les sondages et par exemple Yannick Jadot avec lui que vous partagez parce qu'ils ne le veulent pas. La question est simple. Vous me posez une question simple. Moi j'y réponds simplement. Ils ne le veulent pas. À partir du moment où ils ne veulent pas. Raphaël Glucksmann le souhaitait. Écoutez, moi je considère aujourd'hui que Raphaël Glucksmann, quelle que soit sa sincérité et la sympathie que je peux avoir pour lui, n'apporte aucune garantie de clarté sur ce qu'il fera. Nous ne savons pas où sa liste siégera. Nous ne savons pas avec Parti socialiste européen. Alors, on va au bout. Le Parti socialiste européen qui prône, à travers sa figure centrale, l'alliance avec Macron. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on se dise opposé à des politiques libérales ici et qu'on vote pour des textes libéraux au Parlement européen. C'est la clarté. Il n'y aura plus de services publics, plus de protection sociale si on continue sur ce chemin-là. Et les communistes ne sont pas clairs non plus? Mais si, ils sont. Je ne dis pas, c'est pas le sujet. Mais vous êtes en train de faire comme si la gauche était rattachée à des vieilles étiquettes. Elle se transforme. Moi, je suis farouchement européen, fédéraliste,
attaché à la construction européenne depuis ses débuts, mais je considère aujourd'hui que cette construction européenne est mise en danger par une majorité de droite et libérale. Cette majorité de droite et libérale, elle explique en grande partie le fait que l'on vive Bruxelles comme adversaire de nos intérêts. Elle a laissé prospérer les lobbies là où elle aurait dû faire vivre la démocratie. C'est contre cela que je me bats, et c'est la raison pour laquelle je soutiendrai, qui peut en dire autrement, avec clarté, un candidat à la présidence de la Commission européenne qui incarne justement la résistance au libéralisme et à l'austérité, Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec des Finances. C'est l'heure à nouveau de questions nettes. Le grand jury, questions nettes. Marie-Pierre Haddad. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Marie-Pierre Haddad. Alors hier, pendant qu'il y avait la manifestation des Gilets jaunes, les internautes, eux, sur les réseaux sociaux, étaient scandalisés par cette vidéo qui a été prise, on en a parlé tout à l'heure, où on voit des Gilets jaunes qui crient « Suicidez-vous » à l'attention des policiers. Donc Frédéric, lui, il lance un message de soutien. Il dit « Je soutiens les forces de l'ordre » et il espère que ce sera repris. Et il y a beaucoup de messages comme ceux de Gérard, Daniel et Alain qui disent « Honte à vous, honte à ces Gilets jaunes ». Cette vidéo a été partagée des centaines de fois hier, mais vous n'avez pas réagi. Vous condamnez fermement ces propos ? Mais je le condamne d'autant plus que les suicides dans la police, les suicides dans les hôpitaux, les suicides dans les administrations ou au travail... Mais comment vous pouvez expliquer qu'on puisse entendre ça dans des défilés ? Mais parce qu'on est à un niveau de colère, d'intolérance, de haine des uns des autres, qui justement devra interroger le président de la République en premier. Quelle est sa responsabilité ? Il est de reconnaître aujourd'hui les pathologies psychiques au travail comme des maladies professionnelles. Le fait-il ? Non. Il est de reconnaître aujourd'hui que le métier de policier, d'infirmière, d'aide-soignant, de médecin à l'hôpital public sont des métiers exposés à ces risques psychosociaux et qu'il faudrait donc améliorer les conditions de travail de ces fonctionnaires. Le fait-il ? Non. On entendait démission sur les défilés hier. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution politique ? Mais vous faites de la pardon de dire, mais c'est une question importante. Le suicide au travail, c'est aujourd'hui quand le travail vous broie et vous mutile à tel point que vous n'avez plus aucun sens à votre vie. Et moi, j'ai mis des propositions au débat. Depuis longtemps, reconnaissez que sur cette question, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, m'étais-je trompé ? Non. Vous l'avez dit. A-t-on avancé ? Alors. Non. Mais c'est là où la réponse devrait être concrète. C'est-à-dire qu'on veut... J'ai la même émotion que vous à voir ça. Mais est-ce qu'on attend de moi une émotion ou de mettre en débat des solutions ? Vous aurez un ministre de l'Intérieur qui va être très ému. Mais que fait-il pour améliorer les conditions de travail des policiers ? Que fait-il ? C'est sur ce terrain qu'il faut interroger le ministre de l'Intérieur et le président de la République, et pas seulement sur le registre de l'émotion. On est tous émus. Oui, et cette dernière question, ça concerne la polémique de l'UNEF, dont l'une des membres du bureau syndicat a déclaré concernant l'incendie de Notre-Dame de Paris que c'était un délire de petits blancs. Vous avez été membre de l'UNEF dans votre jeunesse, vous condamnez ces propos et vous estimez que c'est une dérive du syndicat ? Je pense que c'est une dérive de cette personne qui ne doit pas penser... Elle doit être exclue du syndicat ? Le syndicat fait ce qu'il veut, mais moi je vois pas... En tout cas, c'est pas plus absurde que cette remarque-là. Et j'ai aucune espèce, moi, de solidarité, même parce que j'étais membre de l'UNEF il y a 30 ans. L'UNEF, à mon époque, elle ressemblait pas du tout à ça. Merci beaucoup. On savait reconnaître où situer la vérité et les choses importantes. Merci Benoît Hamon d'être venu sur le plateau du grand jury. Merci à tous les trois. Très belle semaine. Vous retrouvez la semaine prochaine Olivier Bost à cette même plage. À très vite.